Alors, la santé dans toutes les politiques, mais c'est mettre de la santé dans les autres politiques, et c'est un concept qui est l'aboutissement d'une réflexion mûrie sur plusieurs décennies. On peut la faire débuter à la fin des années 70 avec la conférence d'Alma-Ata en 78, où sous l'égide de l'OMS, plus de 100 nations s'engageaient en faveur de la santé pour tous en l'an 2000. Donc c'est l'avènement des soins de santé primaire, mais aussi la reconnaissance de l'interdépendance entre la santé et le développement économique. 10 ans plus tard, 1986, la charte d'Ottawa, la conférence d'Ottawa jette les fondements de la promotion de la santé, et la charte d'Ottawa définit la santé non pas comme un état statique, mais comme un construit évolutif qui dépend d'un ensemble de facteurs qui agissent à différents niveaux et façonnent la santé. Ce qu'on appelle les déterminants de la santé, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, vieillissent. Donc, les conférences suivantes ont incité à la création d'environnements sains. En 1988, il y a eu la conférence d'Adélaïde qui appelait les gouvernements à faire des politiques publiques saines, c'est-à-dire se préoccupant de santé et d'équité. Puis les conférences suivantes, en 2010, toujours à Adélaïde, et puis en 2013 à Helsinki, ont poursuivi dans ce sens en s'attachant à identifier des modalités d'action dans un ensemble de domaines et en insistant particulièrement sur le développement de nouvelles formes de gouvernance. Donc la santé dans toutes les politiques, elle est définie comme une approche intersectorielle des politiques publiques destinée à mieux prendre en compte les conséquences sur la santé des décisions dans tous les domaines, à rechercher des complémentarités et des synergies entre les secteurs afin d'éviter les conséquences néfastes pour la santé et ainsi améliorer la santé de la population et l'équité en santé. Donc c'est un concept qui repose sur des principes, mettre la santé et l'équité au cœur des politiques, développer une action gouvernementale concertée afin d'agir de façon coordonnée sur les déterminants de la santé, agir à tous les niveaux, du national au local, ou du local au national, grâce au soutien au rôle moteur de la santé. Donc c'est considérer que la santé, ce n'est pas simplement l'affaire du secteur de la santé, mais une responsabilité partagée entre tous les secteurs. Plusieurs stratégies et instruments sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'intersectorialité. Le développement de structures de gouvernance, on en a parlé, tels que des comités interministériels ou intersectoriels, des mécanismes pour renforcer les partenariats, la mise en place de cadres législatifs et la promotion d'approches qui permettent d'analyser les politiques de santé, toutes les politiques, au prisme de la santé, parmi lesquelles on trouve l'évaluation d'impact sur la santé, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On peut citer aussi le mouvement européen des villes santé, lancé par l'OMS, qui incite les responsables locaux à penser la santé comme un lieu promoteur de santé. Et les villes qui ont fait le choix d'adhérer à ce réseau se sont engagées à agir sur les déterminants de la santé, ce qui a ensuite été repris dans la déclaration de Shanghai. Donc progressivement, le concept a été précisé et opérationnalisé, traduit concrètement dans quelques pays. L'OMS a fourni un cadre d'action et depuis 2017, il existe un réseau mondial des pays qui se sont engagés ou s'engagent dans cette voie. On peut citer l'Australie du Sud, la Nouvelle-Zélande, la province du Québec au Canada, la Finlande, la Norvège, le pays de Galles, la Thaïlande et bien d'autres encore. Le but, c'est de soutenir l'implantation de la santé dans toutes les politiques à tous les niveaux de gouvernance afin d'appuyer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Un rapport à la fin de l'année dernière a été publié sur la situation de la santé dans toutes les politiques dans le monde. Alors, la santé dans toutes les politiques, parce qu'elle repose sur une approche intersectorielle, permet de travailler sur les ODD. Les objectifs de développement durable, ce sont 17 objectifs définis par les Nations Unies pour améliorer la santé humaine à l'échelle planétaire, la paix, le partenariat et la prospérité. Ils couvrent les domaines politiques de l'économie, de l'environnement et de la société. Alors, le troisième objectif de développement durable, il porte sur la santé des personnes
et il dépend bien sûr de la réalisation d'autres objectifs, à savoir l'accès à l'alimentation, aux revenus, à l'éducation, etc., avec un accent majeur bien sûr sur la réduction des inégalités. Inversement, on considère qu'une politique en bonne santé contribue à l'atteinte des objectifs des autres secteurs, et les ODD, on le voit, ils sont interconnectés et ils supposent donc, pour être atteints, que soit mis en place une action intersectorielle. Donc, mettre de la santé dans toutes les politiques, c'est une approche essentielle en promotion de la santé qui s'inscrit dans ces fondements mêmes. Alors, la France n'a pas à proprement parler de cadre d'action, comme ce qui a pu être mis en place en Australie, par exemple, ou en Finlande, même s'il existe des instances intersectorielles ou des instruments qui facilitent ou formalisent des partenariats. Au niveau local, on peut citer, par exemple, les contrats locaux de santé. Cependant, il existe un intérêt réel et croissant, depuis presque 10 ans maintenant, pour l'évaluation d'impact sur la santé, ce qui est la manifestation d'une volonté de mettre de la santé dans toutes les politiques. Les premiers travaux d'évaluation d'impact sur la santé, EIS, ont débuté au début des années 2010, se sont multipliés de façon assez rapide et progressive dans quasiment toutes les régions, même si certaines régions de France sont plus engagées que d'autres. Alors l'EIS, qu'est-ce que c'est? En fait, l'EIS, elle s'intéresse aux conséquences potentielles sur la santé de politiques publiques, de projets, de programmes, dont l'objectif principal n'est pas d'agir sur la santé. Par exemple, des politiques de transport, des politiques énergétiques, des projets de réaménagement urbain ou encore des mesures législatives. Alors, on s'intéresse aux impacts sur la santé avant même que ces politiques, ces programmes ou ces projets ne soient mis en œuvre. Alors, quand on dit impact sur la santé, on considère la santé dans une acception large, c'est-à-dire qu'on prend en considération aussi bien la dimension négative, c'est-à-dire la survenue de pathologies, que positive, le bien-être et la qualité de vie. Donc, il s'agit d'examiner cette politique ou ce projet selon une méthode bien définie et standardisée, d'examiner donc ce qu'il est prévu de faire, ce que cela va produire comme effet direct, qui va être concerné, est-ce que c'est toute la population ou certaines catégories de population, et comment cela va transformer les conditions de vie des personnes et donc leur santé. Le but de cette démarche, de cette méthode, c'est de pouvoir intervenir avant la réalisation, la mise en œuvre de ces politiques ou projets, de manière à les rendre favorables à la santé en proposant des mesures destinées soit à atténuer les impacts négatifs ou à renforcer les impacts positifs. Alors, l'EIS, la démarche, elle repose sur un ensemble de principes et de valeurs qui sont communes à celles de la promotion de la santé, c'est-à-dire une approche globale, un regard global sur la santé, c'est-à-dire à travers tous les déterminants, qui soient individuels, socio-environnementaux, et dans une vision positive. On ne raisonne pas en facteur de risque uniquement. L'autre principe, c'est l'équité, dans la mesure où l'analyse des impacts, elle s'intéresse à la répartition de ces impacts dans divers groupes de population en fonction des caractéristiques liées à l'âge, au genre, aux conditions socio-économiques, afin de pouvoir proposer des solutions, de repérer la distribution de ces impacts dans ces groupes, mais aussi de proposer des solutions alternatives pour que les groupes les plus vulnérables ne le soient pas davantage, mais aussi tirent le meilleur bénéfice de ce qui est proposé. L'autre principe important, c'est le principe de démocratie, en faisant participer la société civile au travail. Et puis un autre principe propre à l'UIS, c'est le principe de développement durable, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux effets à court terme, mais pas seulement, mais aussi à moyen et à long terme. Donc l'UIS, c'est un moyen d'intégrer la santé dans toutes les politiques, mais aussi de concilier la promotion de la santé avec les approches environnementales. Donc les 2/3 des EIS conduites en France, mais on observe ça également dans le monde, portent sur des projets d'aménagement urbain. Alors les liens entre l'urbanisme et la santé sont bien connus depuis un certain temps.
On sait que les choix d'aménagement en termes de construction de logements, de voiries, d'aménagement d'espaces publics, de continuité entre les espaces, de choix d'infrastructures, de services, etc., vont influencer donc, les déterminantes, notamment la qualité de l'air, les nuisances sonores, olfactives, l'esthétique du paysage ou du quartier, la répartition des espaces entre espaces bâtis et espaces verts, le maintien ou pas de la biodiversité, le dynamisme économique et la vie sociale, la perception du cadre de vie par les résidents, les habitants. Est-ce que ce lieu de vie il est agréable, il est paisible, il est sûr, mais aussi les usages, la fréquentation du public et les comportements individuels, comme par exemple la pratique de l'activité physique, selon qu'il y a des espaces verts à proximité ou des pistes cyclables ou des voies piétonnes. Alors, la majorité des travaux internationaux qui ont été conduits montrent que la majorité des EIS produit des transformations sur le projet ou sur le programme. Alors, en France, aujourd'hui, on manque encore de recul pour juger de l'efficacité à long terme, à savoir dans quelle mesure l'EIS a permis de mieux prendre en compte la santé dans les projets d'aménagement urbain, sachant que certains d'entre eux sont prévus sur une longue période et qu'une partie des recommandations ne pourront être effectivement mise en œuvre que dans quelques années. Pour autant, on dispose d'arguments suite à des évaluations qui ont été faites pour affirmer que ce travail de l'EIS accroît la prise de conscience par l'ensemble des parties prenantes, et notamment des décideurs, des conséquences des interventions sur la santé, que ce travail, l'EIS, permet de mieux faire comprendre cette notion de déterminant de santé, et que donc la santé, ce n'est pas que la maladie. Les EIS, elles favorisent également le décloisonnement entre les services d'une institution. Elles améliorent la collaboration entre différents secteurs, entre les parties prenantes, donc elles facilitent les échanges entre tous ces acteurs et elles créent des passerelles entre les politiques de santé et les autres politiques. Donc on voit que l'EIS, c'est vraiment une façon de mettre en œuvre de façon concrète la notion d'intersectorialité et que c'est une voie reconnue efficace pour mettre de la santé dans les autres politiques. J'ai parlé des projets d'urbanisme, mais c'est la même chose pour d'autres types de politiques. Alors l'approche de la santé dans toutes les politiques, ça consiste à relire les autres politiques avec un regard santé. Aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, la question de la santé, elle a fait irruption brutalement dans toutes les politiques, dans tous les secteurs, à tous les niveaux, du local à l'international, en créant une sorte de sidération de la vie sociale, économique, où tout est vu, relu au prisme de l'épidémie de Covid-19. Alors, on assiste à la démonstration de ce qu'on vient d'évoquer à propos des objectifs de développement durable, de la réciprocité, de l'interconnexion entre les ODD entre eux. C'est que si l'atteinte de l'objectif santé suppose celui des autres ODD, inversement, les autres ODD ne peuvent se réaliser si la population n'est pas en santé. On voit bien que l'épidémie de Covid-19 est une crise sanitaire mondiale qui s'est également transformée en crise économique et sociale qui compromet l'atteinte des ODD. Alors, l'émergence du coronavirus aujourd'hui nous rappelle l'interdépendance entre la santé humaine mais aussi animale et les écosystèmes naturels. On assiste depuis plusieurs années à une dégradation importante des écosystèmes et de l'environnement du fait de l'augmentation des activités humaines en lien avec les activités économiques, la croissance démographique, l'urbanisation croissante. Et ces transformations, cette dégradation de l'environnement constitue une menace pour la santé humaine et l'équité en santé. On ne peut plus séparer les enjeux de santé humaine, animale, des enjeux environnementaux, de la préservation des écosystèmes. Donc il y a eu urgence à agir et à modifier nos modes de vie, mais aussi nos modes de conception. L'épidémie de Covid-19, elle met en lumière également les inégalités. Il y a des impacts
différents selon les continents, les pays, les territoires à l'intérieur des pays, avec des populations qui sont plus exposées à l'infection ou à des complications, plus à risque de complications, parce que plus fragiles du fait de leur statut économique, de leurs conditions de logement, de leur travail, de leur genre, de leur âge, ou qui souffrent plus du confinement ou qui ne peuvent pas respecter les mesures de protection, la distanciation sociale, du fait de manque d'eau pour le lavage des mains, du manque de chez soi, de la nécessité de travailler, etc. Alors, l'épidémie de Covid-19 et ses conséquences, ça amène à repenser donc, nos modes de vie, à repenser la ville. On estime que 2/3 de la population mondiale vivront en milieu urbain en 2050. Comment habiter la ville autrement, avec notamment ce besoin de plus d'espace qui semble nécessaire pour les trottoirs, pour les pistes cyclables, les espaces publics de rencontre. Envisager des reconfigurations. On parle du concept de ville modulaire qui prévoit des lieux avec des fonctions différentes à des moments différents. Le concept de ville du quart d'heure où une majorité des services sera accessible en 15 minutes. Voilà, toutes ces donc, transformations à venir. Et dans ce cadre-là, les acteurs de santé publique, en lien avec les responsables des villes, les urbanismes, mais aussi les citoyens, auront à être attentifs à travers les démarches d'urbanisme favorable à la santé ou d'évaluation d'impact sur la santé, aux conséquences de ces transformations sur la santé, sur la santé, mais enfin, sur tous les déterminants de la santé. Dans les EIS des projets d'aménagement urbain, on s'intéresse particulièrement aux effets, je vous le disais tout à l'heure, sur la qualité de l'air, sur les nuisances sonores, le cadre de vie, l'activité physique, la perception des espaces, et également une question importante qui est soulevée très fréquemment par les décideurs, celle de la cohésion sociale. Alors, on entrevoit les tensions et les contradictions à gérer entre, d'un côté, des mesures compatibles avec la distanciation sociale, et puis de l'autre, la cohésion sociale, par exemple. La cohésion sociale, ça traduit la capacité d'un groupe à vivre ensemble à travers le partage de valeurs, l'existence de relations de confiance, de rapports de solidarité, la constitution de réseaux sociaux, le sentiment d'appartenance à une même communauté ou à un même territoire. Donc là, il y a une difficulté à concilier la nécessité d'interactions sociales qui sont un préalable pour tisser du lien social avec les mesures de distanciation qui s'imposent dans le cadre de cette épidémie. Également, l'instauration de liens de confiance, alors même que le risque de contamination peut induire de la méfiance. Donc, il faudra veiller aussi à ce que ne soient pas perdues les avancées en termes de mobilité active, de limitation de la place de la voiture en ville, du fait d'un recours accru aux véhicules individuels pour des raisons de protection, par exemple. Donc, il y a plusieurs points sur lesquels nous aurons à être vigilants. Et puis être vigilants, pas uniquement pour les projets d'urbanisme, mais également pour toutes les mesures et les politiques. Vigilance aux conséquences de ces mesures sur toutes les dimensions de la santé, avec un regard sur l'ensemble de ce qui favorise ou altère l'environnement physique, social, le cadre de vie, dans une perspective globale, intégrant tant les enjeux de santé que les enjeux environnementaux.